Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième séquence de la leçon céréales et pain aux Pyrénées, géographie d'une alimentation dont nous avons euh, commencé à parler la semaine dernière. Et nous avons terminé plutôt la séquence précédente en citant le prétexte biblique que j'ai un petit peu escamoté parce que je croyais avoir beaucoup de retard, ce qui n'était pas le cas, en disant, devant la dureté du travail pour produire sur cette agriculture de pente et dans des conditions écologiques très extrêmes parfois, quelques céréales, principalement du seigle sur le versant nord, mais du blé sur le versant sud, je citais le prétexte biblique traité de la Genèse: tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Et pour illustrer ce propos biblique, j'ai pris une scène biblique d'un tableau d'Antoine Coche du 19e siècle, c'est du néoclassicisme, et qui représente Bose, que vous trouverez dans le poème de Victor Hugo, Bose endormi, et à ses pieds Ruth, Bose et Ruth, que vous retrouvez dans le livre de Ruth. Donc là, on s'était arrêté sur cette dimension très biblique de la dureté du travail pour obtenir des céréales dans les Pyrénées, ce qui fait que ça a été abandonné dès qu'on l'a pu. Et puis, la dernière fois, nous avions arrêté avec le texte de Marcelin Béraud qui nous montrait pareillement la somme de travail que pouvait représenter les semailles et la récolte du seigle en haute altitude, seigle pour des céréales, mais seigle aussi pour faire le toit des maisons, le toit des chaumières. Et comme Marcel Béraud naquit et vécu et a terminé ses jours l'année dernière en, en vallée de l'Esponne, bien j'ai mis cette photo de la vallée de l'Esponne où je vous laisse le soin de découvrir dans les prés en vert les anciens champs de blé qui bien sûr apparaissent. Alors, une fois que l'on a terminé de raccrocher les wagons, je rappelle le plan et vous le lisez avec les yeux, le plan général de toute la leçon sur la partie gauche. Et puis, je rappelle le plan de la première partie que nous avions fait la dernière fois, et nous en étions à les productions, histoire passée et activité actuelle de la geste céréalière. Donc, maintenant, pour terminer cette partie, on va voir ces productions, cette histoire passée, ces activités actuelles. Donc, la géographie de l'alimentation, après avoir été longtemps en déshérence, revient actuellement à la mode. Elle est dans l'air du temps. Plusieurs masters universitaires lui sont consacrés, plusieurs colloques d'ailleurs aussi, donc au moins un en Sorbonne auquel j'ai participé et durant lequel j'ai communiqué. Et la géographie de l'alimentation est au programme de l'ENS, de l'École normale supérieure d'Ulm. Vous trouverez ces approches nouvelles dans la bibliographie que j'ai mentionnée, à Géoconfluence. De nos jours, elle est abordée par le biais des grands flux mondiaux, de la faim ou de la malnutrition, ou alors, c'est très nouveau et c'est assez agréable, surtout quand on fait cours entre 11 heures et midi, de la géographie de la cuisine. Mais à l'autre siècle, on abordait bien l'alimentation par la ressource alimentaire et on l'abordait aussi par les progrès que l'on recherchait pour améliorer cette ressource. Et ressources alimentaires qui a été bien exposée par Brune, Jean Brune et Vallot dans leur ouvrage La géographie de l'histoire, l'histoire de la géographie, qui montre comment les gens se nourrissent et qui disent que les céréales
composent la plus grande masse de nourriture qu'absorbe l'humanité. Et on distingue 7 céréales principales. D'abord, 4 céréales originaires des pays de la zone tempérée, l'orge, l'avoine, le seigle et le froment. Et puis 3 qui sont originaires des pays de la zone intertropicale, le maïs, le riz et le sorgho. Et pourquoi je dis originaire? Parce qu'avec les progrès de la, la, la biologie, de la génétique végétale, avec aussi l'énorme développement des échanges mondialisés qui a qui est apparu dès le XVIe siècle, mais qui s'est accru depuis un siècle, qui s'est accru avec la mondialisation actuelle, eh bien, on a obtenu des variétés hybrides, où on a fait des hybridations, on a fait des acclimatations, ce qui fait que nous avons une extension hors latitude de ces grandes productions alimentaires. Alors, parmi ces productions, pendant longtemps, le seigle a été la céréale panifiable par excellence. Et on retrouve les extensions de, seigle dans les Pyrénées d'antan, dont nous avons parlé pendant la précédente séquence. Mais par rapport au seigle qui permettait de faire du pain gris, le pain de froment, c'est-à-dire le blé qui permet de faire du pain blanc, prend l'ascendant. Et cet ascendant actuellement est extraordinaire. Ainsi, l'Afrique, qui est un pays de sorgho, actuellement, au moins dans les villes, consomme de plus en plus de pain, et ceux qui veulent faire une rapide fortune dans la boulangerie ne s'installent pas dans les banlieues de villes européennes, mais vont installer des boulangeries et des cafés branchés aux 4 coins de la zone intertropicale. Donc, ceci étant dit, c'est l'Europe et la civilisation européenne qui sont par excellence les espaces du pain. Et tout particulièrement dans ces espaces de pain, la France. Les Français consommaient beaucoup de pain naguère, en consomment moins maintenant, mais restent quand même de gros consommateurs avec de gros efforts faits sur la qualité du pain depuis une vingtaine d'années. À côté de ces pays à pain, nous avons les pays à bouillie. Ce sont la Russie, tout le monde connaît la kasha russe, la Pologne, l'Ukraine, l'Europe centrale, où on consomme en bouillie le sarrasin, le seigle, le millet, mais aussi le blé. À côté de ces pays de l'Est, toujours en Europe, nous avons la Grande-Bretagne, et tout particulièrement l'Écosse, avec l'avoine, le porridge, les États-Unis, le Canada, souvent même civilisation, mais aussi le sud et l'est de l'Asie, avec du riz que l'on fait cuire en le faisant bouillir, et ça fait le bouilli. Mais aussi, toujours en bouilli, le sorgho en Asie, le froment et l'orge. Et à côté de ces pays à pain et de ces pays à bouillie, eh bien, il y a les pays à galettes, qui concernent presque toute l'Afrique, à l'exception de cette grande vogue actuelle dans les villes africaines du pain blanc en plus, mais aussi l'Amérique latine. L'Amérique latine, tout comme l'Afrique, font en galette des sorgho, des milles, et pour l'Amérique latine, du maïs, mais il est passé aussi en Afrique, mais en Amérique latine, les galettes de maïs s'appellent tortillas, et ne pas confondre avec l'omelette, bien sûr, en espagnol. Et pourquoi je vous parle de ces différentes formes de bouillies et de galettes, c'est que nous allons le retrouver dans les préparations que l'on faisait naguère dans les Pyrénées, mais que l'on continue actuellement de faire. Dans les Pyrénées, le seigle des altitudes a disparu. Si on prend la photo de la vallée de l'Esponne et qu'on raccroche avec ce que racontait Marcelin Perrault, on voit bien là des prés, là où je fais passer le curseur, des prés qui étaient des prés à seigle, des prés à céréales. Alors, le seigle a disparu. Le blé actuellement,
se cantonne aux parties les moins élevées du versant sud. Le maïs subsiste, mais sous une forme hybride, parce que le premier maïs qui est arrivé par le Pays basque et qu'on appelait le blat d'Espagne, c'était des petits épis de maïs qui étaient grands de 20-25 cm. Et actuellement, les épis de maïs sont plus grands que l'écran de mon ordinateur. Ils sont absolument énormes. Et le maïs qu'on produit dans les Pyrénées n'est pas pour l'alimentation humaine, il est pour le bétail, et pour le bétail, pour l'essentiel, ou pour une large part dans la montagne, sous forme d'ensilage. Donc, ce maïs qui a été très tôt introduit sur le versant nord via le Pays basque, le Blat d'Espagne, mais aussi par Séville, et puis dans toute l'Espagne, dans les Végas, c'est-à-dire ces champs céréaliers irrigués, le maïs actuellement eh bien, euh, continue d'être cultivé sur la chaîne pour l'élevage, sur le versant nord comme je viens de le dire, sur le versant sud, là aussi, en irrigation, dans ce qui reste ou ce qui peut subsister de végas, c'est-à-dire de champs céréaliers irrigués. Je terminerai ce paragraphe en disant qu'il en fut de même pour la pomme de terre qui est originaire des hautes terres andines et qui a débarqué très tôt dans les Pyrénées, comme on l'a déjà vu. Donc, nous allons traiter des subsistances, de ce qui subsiste de tels aliments dès la seconde partie de cette leçon. Et cette seconde partie de leçon, je l'intitule « Fabriquer et manger du pain aux Pyrénées, mais fabriquer et manger autre chose que du pain. » Et nous subdiviserons ce second grand volet de notre leçon en 3 sous-parties. D'abord la boulangerie actuelle dans les Pyrénées, ensuite la tradition de fabrication du pain dans les maisons, et vous notez que j'ai bien mis maison avec une majuscule parce que je reviens ici à l'acception de maison au sens pyrénéen, c'est-à-dire une maison, c'est le bâtiment qui regroupe une famille élargie. Alors on ne rêve pas, actuellement les maisons, elles sont soit habitées par 1 ou 2 vieillards qui terminent leur vie, mais tous sont des enfants qui sont partis au loin travailler dans les grandes villes des contrebas, mais qui reviennent à la maison et qui perpétuent les traditions alimentaires. Enfin, 3e sous-partie, habitudes alimentaires et recettes particulières. Et là, nous allons faire une géographie de l'alimentation, mais aussi une géographie de la cuisine, ce qui est des fois bien agréable. Quoique les préparations pyrénéennes, je le dis d'emblée, comme disait un célèbre guide culinaire, les préparations pyrénéennes sont roboratives. Effectivement, ce n'est pas du light. Donc, voyons d'emblée la boulangerie actuelle dans les Pyrénées. Alors, la boulangerie actuelle dans les Pyrénées, de nos jours, les boulangeries des Pyrénées se retrouvent à l'identique de toutes celles du pays et des grands pays d'Europe occidentale. C'est un bâtiment isolé. Souvent, c'est une ancienne station-service, comme cette boulangerie ouverte voici une dizaine d'années à l'entrée est de Lourdes. Voyez l'auvent de l'ancienne station-service comme on le faisait dans les années 50, début des années 60. Cette l'imitation de ce qui se faisait à Lac avec du béton armé mais léger. Alors c'est aérien, c'est devenu une boulangerie. Il y a un bâtiment isolé, on est à la sortie ou à l'entrée d'une agglomération, il y a un vaste parking, les voitures
circulent facilement. Si le parking est assez vaste, les camions peuvent s'y garer et c'est un plus pour le boulanger qui en même temps fait cafétéria. Je vais vous expliquer comment. Le fournil est visible depuis l'espace client. On voit le mitron en train d'enfourner les pâtons bien farinés. Bon, ça sent bon. Il y a même parfois des disperseurs d'odeurs pour attirer davantage, mais ça c'est plutôt dans les centres-villes. Voilà. Et c'est toujours des pétrins et des fours automatiques. On est loin de pétrir à la main comme avant. On va le voir dans le texte suivant. Et, et, et comme les bistrots sont fermés, et que en plus on ne peut plus boire avant de conduire, à l'heure en clair on ne peut plus conduire bourré, hein, pour parler comme le commissaire de la célèbre série télévisée de l'après-midi maintenant. Comme les établissements de boissons délivrant de l'alcool ne sont plus opérationnels, eh bien ces boulangeries servent de cafétéria, on peut y boire des sodas, on peut y prendre des, des sandwichs, des petits déjeuners, voire un petit fast-food avec des pizzas, etc. Et ce phénomène des boulangeries modernes, dans les Pyrénées comme dans le reste de la France, date, date d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années, mais guère plus, enfin début du siècle. Elles coexistent, ces boulangeries, avec les rayons spécialisés des grandes surfaces. Et puis, depuis quelques années, il y a des distributeurs automatiques de pain où vous pouvez acheter des baguettes et avec un paiement carte bleue intégré. Et on va trouver ces distributeurs non seulement en ville, mais aussi dans les Pyrénées, dans les entrées de vallée, ce qui va éviter de descendre chercher du pain au bourg du contrebas. Certaines de ces boulangeries de ville continuent à faire des tournées. Il y a eu une baisse de la fréquence de ces livraisons et certains jeunes boulangers les reprennent. Alors bien sûr, chaque fois, ça fait un numéro dans la Dépêche ou dans la République des Pyrénées ou sur le versant sud dans le Heraldo des Aragons. Et voici une tournée qui se passe à Aussin-Batte-sur-Guerre. Et pour ne rien vous cacher, cette tournée de pain a eu lieu hier, samedi 6 février au matin. Pour le making-of de ce diaporama, de ce PowerPoint, je n'arrivais pas à trouver une image significative avec la boulangerie, même si elle est mal écrite, avec des clients. Donc j'ai photographié notre boulanger qui passe à Aussin en venant d'Argelès-Gazost, et voilà l'illustration. Alors, cette, cette, cette voie de distribution du pain qui était tombée a repris beaucoup d'importance avec le confinement, les confinements consécutifs au Covid. Et ce type de distribution à domicile perpétue la boulangerie d'antan, quand une partie des clients de la boulangerie portaient leur propre blé ou leur propre froment ou leur propre farine de seigle au boulanger. Le boulanger, en échange, donnait des tickets de pain, gardait une partie du blé pour faire du pain qui revendrait aux autres clients et bien sûr, il, il continuerait de fournir au moyen d'une tournée les clients qui m'avaient donné des tickets parce qu'on travaillait à la campagne. Et j'ai trouvé dans les archives une boulangerie qui est au nord dans un village au nord de Vic en Bigorre, Quechun, Quechon en français, ou Quexon pour les gens de passage qui tiennent absolument, parce qu'il faut que ça fait distinguer de mettre le X dur, cette boulangerie d'avant 1914 où il y a tout et toute la différence avec les boulangeries actuelles. Bon, d'abord, le fournil, il est derrière, le magasin, il est au rez-de-chaussée, il y a le camion de livraison et on y charge du pain,
Et si vous agrandissez la photo, vous avez le temps de le faire maintenant, avec le type de ces leçons par visioconférence, vous verrez qu'il s'agit de pain rond. Il y a la patronne, c'est une veuve Gaillard, je pense que c'est elle. Il y a les enfants, et puis là, vous avez le personnel qui prend un air décontracté sur la photo. C'est très amusant à voir. Et cette boulangerie traditionnelle qui avait disparu avec, en même temps que ça s'accompagnait au début des années 60 d'une baisse de la qualité du pain. On parlait de la baguette plastique, souvenez-vous, mais depuis la profession, c'est largement repris. Cette boulangerie traditionnelle a retrouvé du regain de nos jours, avec la mode du bio, et j'illustre mon propos avec la photographie de la boulangerie d'Arros, maison Granger. La boulangerie d'Arros vend de gros pains de campagne longs, sous le nom le pain du berger, et ces pains de campagne se conservent 8 jours, et il fabrique aussi un pain de seigle, qui est bon, mais qui est du pain de seigle, qui est du pain gris, et qui se conserve plus de 8 jours. À la fin, il faut vraiment mastiquer ou alors le mouiller dans une soupe. On peut trouver dans ce regain de la boulangerie des références très religieuses, aussi bien catholiques que protestantes, aussi bien protestants se basant sur le Nouveau Testament et qui présente ce pain comme une grande réalisation. Le pain quotidien, c'est aussi le savoir, bien sûr, et on le trouve chez beaucoup de ces producteurs bio que vous allez retrouver sur tous les marchés des bourgs des Pyrénées, de Massat à Arros, à Lourdes, à Argelès et dans tous les bourgs pyrénéens. Mais en plus de ces boulangers à référence religieuse, vous avez aussi des boulangers à référence écolo. Et certains écolos purs et durs, décroissants, nous on fait le pain, etc., etc. On n'est pas dépendant, circuit court. Et en transition avec la partie, le paragraphe qui suivra, il y a aussi maintenant le pain que l'on fait à la maison. Mais pas le pain que l'on fait à la maison comme avant, mais avec des machines à pain. Et j'ai regardé sur les catalogues de vente par correspondance, le premier prix des machines à faire le pain à la maison coûte 60 euros sur la rue du Commerce. Je pense que c'est un vendeur, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais bon, 60 euros, c'est pas cher. Mais comme à côté, il y a des machines à faire le pain à la maison à 300 euros, je pense qu'il doit y avoir des qualités différentes. Quoi qu'il en soit, quelle différence avec le pain traditionnel que l'on faisait naguère dans les maisons. Bien sûr, c'est un pain moderne qui ne demande pas d'effort, avec des farines pour les Pyrénées qui viennent le plus souvent d'ailleurs. Mais de nos jours, comme autrefois, le pain est un marqueur identitaire. Et le pain, la farine et les céréales sont des marqueurs identitaires. Et ils sont d'autant plus marqués dans notre montagne que celle-ci est restée plus longtemps et reste encore un bastion de tradition par rapport aux espaces en contrebas. Et ce bastion de tradition, et par rapport aux espaces plus bas, se marque au nord comme au sud des Pyrénées sur les deux versants. Et cela m'amène à passer à la seconde partie de ce deuxième volet, c'est-à-dire tradition de la fabrication du pain dans les maisons. Et là, on va prendre deux textes pour étayer notre propos. Le premier texte est tiré d'un livre de Guisan qui rapporte les souvenirs d'Henri Fédacou, c'est en bibliographie. Et on le lit très rapidement avec les yeux parce que l'heure a tourné. Près de la maison,
mais séparée d'elle par l'escalier qui descendait au jardin, se trouvait la hournère, le fournil, sorte de grande remise où était le four à pain, et hourn, le pétrin, remeit, le grand crible, recedo, la, la loge du cochon, reportau, bonjour l'odeur, et l'emplacement pour faire les grandes lessives. On y trouvait aussi un établi, un banc de sabotier, le billot pour fendre le bois. Par une échelle, on accédait à l'étage supérieur où on avait le bois bien rangé par catégorie. Bois pour le four, bois pour la cheminée, petit bois qui fendait bien pour faire des crêpes, esquiero, esquieros, ça veut dire les éclats, tae cresperas, mais aussi un tas de vieilles souches récupérées au Barada, c'est un couloir d'avalanche proche de la maison Fedakou, sur les troncs déracinés par l'avalanche. Et effectivement, le bois dont on se servait, c'était pas ces beaux rondins que l'on voit dans les séries télévisées, où le montagnard du film va vous, toujours coupé à la tronçonneuse, va vous fendre d'un coup de hache le bois. Non. Là, c'était la hache, la scie, mais aussi la masse et les coins pour défaire ces souches d'arbres. Donc, que retenir de ce texte? Bon, d'abord, il renvoie au fonctionnement interne de la maison, à la répartition des activités. Il renvoie à l'autarcie pyrénéenne, qui a duré jusqu'aux années 50, à un fonctionnement à la Bachelard. Je vous renvoie au livre de Bachelard, hein, Poétique de l'espace. La maison dans son fonctionnement intime. Ce texte se passe à Pragnères, juste avant la Première Guerre mondiale. Le four sert à cuire du pain de froment et de seigle. La cheminée sert à faire des crêpes, mais ces crêpes rentraient, comme nous le verrons, dans la composition de certains repas. Et là, on a tous les outils, bien sûr, du fournil. Le crible, le pétrin, le four à bois, et puis on note que le fournil est séparé de la maison, à cause de l'incendie certainement. Voilà, alors répartition des tâches, qui fait le bois, ce sont les hommes, qui pétrit et qui cuit, ce n'est pas dit dans le texte. Par contre, beaucoup plus explicite dans le second texte que je soumets à votre lecture, qui est tiré de Marcelin Béraud, le Marcelin Béraud du premier texte qu'on a vu la dernière fois, Marcelin Béraud originaire de la vallée de l'Esponne, et tiré de son dernier livre de 2019, puisque M. Béraud est décédé en 2020. Le four à pain était dans la salle commune de la maison, tout contre la cheminée. Maman chauffait le four en faisant brûler à l'intérieur un grand feu de bois. Dans le pétrin, elle préparait la pâte, longuement pétrie à la force des bras. On n'est pas sur les pétrins automatiques ni sur les machines à faire le pain, avant de la laisser reposer, pour qu'elle lève, protégée par un linge blanc. Nous, les enfants, adorions l'ambiance exceptionnelle de ces jours où, comme on dit dans notre patois, il aurait pu dire notre langue, parce que le gascon n'est pas un patois, on faisait four. Dans toutes les familles, on préparait à cette occasion une gâterie pour les petits. On faisait spécialement pour eux un ou deux jolis petits pains tout ronds, à l'intérieur desquels on avait mis à cuire, délice suprême, une grosse pomme. Dès qu'on le retirait du four, les enfants se jetaient sur ce pain brûlant, tout parfumé et imprégné de l'odeur et du goût de la pomme prisonnière, comme fondu dans la pâte sous l'effet de la chaleur. Heureusement que je suis en train de faire cette leçon avec l'estomac bien rempli. Pour faire cuire les gros pains, une technique, maman disposait chaque boule de pâte sur une feuille de chou qui isolait le pain des cendres resté dans le four. Après la cuisson, chaque pain porterait en creux les nervures du chou bien imprimées dans la croûte, comme un joli dessin, ou mieux, comme une sculpture faite avec beaucoup de soin. Voilà.
C'est tiré du livre L'enterrement de la montagne. Ça se passe où? Dans la vallée de l'Espagne. Le four, l'ail dans la cuisine. Ce texte de Marcelin Béraud, qui est né en 1930, se passe juste avant la Seconde Guerre mondiale, si on en croit l'âge du gamin. Faire au four, il aurait pu le mettre en gascon, hein, c'est Har Urner, même si l'auteur ne pense pas à traduire. Cuire du pain et faire des pommes avec, en chaussant avec le reste de la pâte, c'est qualifié de gâterie, c'est une pâtisserie. Et je pense qu'il faut rapprocher cette, ces chaussons aux pommes des douillons normands. C'est la même pâtisserie. Là, vous voyez la queue de la pomme. Hein. Là, vous la voyez bien, de ces douillons normands dont la recette est relatée par Guy de Maupassant dans sa nouvelle Le Vieux, écrite en 1884, et que vous avez peut-être vue parce qu'elle a été adoptée à la télévision en 2011 par Jacques Santamaria. C'est des nouvelles qui duraient 30 minutes et ça a été rediffusé récemment sur Antenne 2. On pouvait faire aussi, à cette occasion, d'autres pâtisseries, comme on le verra plus loin. Alors, ce pain, c'était quand même une opération délicate. Et quelques pages après le texte que je viens de vous lire, et je ne l'ai pas mis pour ne pas alourdir, et puis même, Marcelin Béraud relate le jour où sa maman avait raté la cuisson et tout le pain était cramé. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est le savoir-faire, le making-of du pain, pour parler en français moderne. On pétrit, on laisse reposer. On garde un peu de levure pour la prochaine fournée. La levure, c'est la mesture en, en gascon. Ça va donner le terme mesturou, qui est un terme affectueux pour désigner le petit rejeton de la famille. Et pendant longtemps, j'ai cru que mesturou, ça voulait dire petit garçon, parce que c'est comme ça qu'on on pouvait m'appeler. Alors, il s'agit de gros pains ronds, et la technique de la feuille de chou semble très locale, mais je pense qu'elle serait à vérifier. Il faut se méfier hein, des souvenirs et recouper les souvenirs des gens qui commencent à vieillir ou qui relatent leur vie. Des fois, ils embellissent. Je terminerai l'analyse de ce texte. Qui c'est qui fait le travail? C'est la mère de famille, avec toute l'affection contenue dans le mot maman, et qui va renvoyer aux entrées bachelardiennes du livre La poétique de l'espace que j'ai déjà cité, à savoir la maison comme le nid, comme la coquille, le four qui donne chaud, le pain et les pâtisseries, les gâteries qui donnent chaud au ventre, le tout fait par la mère de famille. Voilà. Donc, je termine ainsi cette deuxième partie, tradition de la fabrication du pain dans les maisons, et cela me permet de passer à la troisième, habitudes alimentaires et recettes particulières. Donc, j'ai montré une diapositive avec les douillons et la question se pose, comment se manger et comment se mange le pain produit dans les Pyrénées quand il se mangeait, produit largement ailleurs maintenant. Donc, de nos jours, comme pour beaucoup de choses, il y a une uniformisation des façons de manger qui va de pair avec d'autres uniformisations. Je ne reviens pas là-dessus. Actuellement, on mange le pain très frais, ce qui explique l'envolée de la baguette, qui est un type de consommation de type de mode de vie urbain. Naguère, le pain frais était celui du jour de la cuisson, sinon il fallait le manger pendant 8 jours ou 15 jours. Aussi, très souvent, le mangeait-on mouillé, soit au moment du petit déjeuner dans un grand bol de café au lait, soit le soir dans une soupe de pain d'orge coupée en tranches et mouillée avec du lait. Henri Fédacou appelle cette recette l'oumusate. Et puis, quand le pain est trop dur, on pouvait, et on en fait encore, c'est délicieux, des pains perdus. Voilà. Donc,
voilà ce pain. Il y a une technique pour découper les boules. Pour une technique, ce n'est pas des grandes tranches, non, au contraire, c'est des petites tranches. La pâte de froment, à côté du pain cuit au four, que Fedaco appelle l'uparric, est une autre façon euh, de manger de la farine de blé. On pétrit du froment avec du lait, le cuire en le plongeant dans du lait chaud en remuant, et on mange ça avec du sel ou avec du sucre. C'est un plat de goûter à la maison. Et puis viennent les pâtisseries de froment, les pâtisseries de seigle, les pâtisseries de, de sarrasin. Bon, il y a les pommes en chaussons que nous avons vu dans le texte de Béraud et qui doivent ressembler aux douillons normands. Il y a les croustades dont je montre une photo tirée, de dépliants publicitaires des offices de tourisme des Hautes-Pyrénées et qui donne vraiment faim. Et pour faire comment dirais-je, pour faire des croustades, eh bien, vous connaissez la, la recette. Il y a les crêpes, cresper en gascon, que l'on va faire avec toutes les farines, farine de froment, mais aussi farine de sarrasin, farine de seigle. Dans la montagne, dans les zones touristiques, au Pays Toy, l'été, on sert des crêpes de sarrasin ou de seigle aux touristes. Bien sûr, le seigle et le sarrasin ne viennent pas de la montagne, mais il y a cette continuation culinaire et cette tradition qui se continue. Donc, dans une grande poêle, on fait les crêpes à feu vif sur la cheminée, avec les éclats de bois qu'a mentionné Félacou dans son texte. Bien, et ces crêpes, on les empile en tas, les uns sur les autres, et ensuite, ce tas de crêpes, on va le couper en quatre. On ne mange jamais, au moins dans la haute montagne, la crêpe entière. Et chacun en mange un quart à la fois. Et ces crêpes, on va les porter euh, comme goûter dans les champs quand les gens y travaillent ou à l'atelier quand les gens y travaillent. C'est une espèce de fast-food montagnard pyrénéen. Autre, autre, autre préparation, les truses. Alors, les truses sont un dessert de jour de fête, à la Noël ou le jour de la tonte des moutons en pays toy. On prépare à l'avance pour faire des truses une pâte épaisse en mélangeant de la farine de sarrasin avec de l'eau tiède et en y ajoutant de la levure pour faire une galette. Galette. Vous voyez l'intérêt que de la première partie de mon propos sur les galettes et sur les bouillies. Bon, pour faire une galette, et on va laisser lever. Et puis, on laisse cuire au four pendant, pendant 2 heures, ou alors on va le faire cuire dans un chaudron. Et au moment de manger ces truses, comme montré sur la photo. Et au moment de manger ces truses, on les émiette. On émiette la pâte ainsi obtenue dans une poêle chaude avec du beurre et du sucre, tout en remuant avec une spatule. Et on sert tel quel, c'est délicieux. On peut aussi, en Pays Toy, le voir servir avec du caillé de brebis. Et dans la préparation, parce que les préparations changent selon les vallées, et même selon les maisons, si j'en crois les enquêtes que j'ai pu mener au sujet des recettes de cuisine dans la partie de la montagne que j'habite, on sert ça avec de l'anis vert, qui doit donner un goût délicieux, je n'en ai jamais mangé. Alors, ça c'est avec farine de seigle, farine de blé et farine de sarrasin. Mais dans les Pyrénées, il y avait et il y a encore des préparations avec de la farine de maïs.
Et les préparations avec la farine de maïs distinguent, comme pour les autres farines, la pâte et le pain. Donc, le pain de maïs, c'est la mique. Euh, en gascon, pardon, voilà, voilà sur la photo de droite une mique prête à être mangée. Je ne suis pas sûr que ça soit fait avec du pain de maïs, mais je n'ai pas trouvé d'autres photos parce que la pâte me semble très peu jaune, mais c'est peut-être le cas. Donc, comment faire des miques? Pétrir la farine de maïs avec de l'eau ou avec du lait pour obtenir une pâte molle que l'on mettra à cuire tout doucement dans un récipient préalablement beurré pour obtenir une galette que l'on va manger froid, en tranches, avec du lait, avec des bouillons, voire avec un relevé de légumes. C'est lourd, hein? C'est roboratif, comme bien souvent la cuisine de montagne, et c'est pas pour rien que dans le langage du rugby, on dit que donner une mique à, euh, à un joueur en face, c'est pas forcément lui faire un cadeau. À côté des truses et des miques, nous avons d'autres préparations et en particulier, nous allons avoir le passe-tête que l'on voit ici, toujours à base de farine de maïs, euh, passe-tête du pays Toy. Et je dis, il est prêt à être mangé parce que traditionnellement, ça se mange dans le plat avec des cuillères en bois. On peut prendre des cuillères en fer, on peut le mettre bien sûr dans son assiette. Mais cette façon de manger dans le même plat remonte aux façons de manger naguère. On ne s'asseyait pas à table, chacun mangeait à sa place près de la cheminée et souvent en se servant dans le plat commun. Mais bon, là, ce n'est pas mon propos, je ne vais pas trop en parler. Quoi qu'il en soit, le passe-tête, littéralement, c'est la pâte. On prend de la farine de maïs, on la fait griller doucement hein, pour la brunir. On y ajoute du bouillon de légumes en tournant et on fait cuire à feu moyen pendant une demi-heure. Même pas, c'est du fast-food là encore. Ça va vite. Ça se mange avec du lard, ça se mange avec de la viande fraîche roulée, de la chingara, ça se mange avec des fritons, des cérissous en gascon. C'est roboratif et ce passe-tête dans les vallées du Lavedan, du Pays Toy, de la Batte-sur-Guerre fut très consommé pendant les restrictions alimentaires de 1940-1948. Il y a eu des enquêtes de fait à ce sujet, ce qui lui a laissé la réputation d'être le plat bourratif des périodes de restriction. Le passe-tête a longtemps pâti de la même mauvaise réputation que le rutabaga dans les pays du nord de la France. Donc voilà pour le passe-tête, toujours avec de la farine de maïs, les touradis. Alors, les touradis, euh, donc, sont faites avec, en faisant bouillir du lait, coupé d'eau pour moitié. On y ajoute peu à peu de la farine de maïs tout en tournant. On fait cuire une demi-heure et on sale. Ça se mange avec du café au lait ou des œufs sur le plat. On va retrouver ces touradis en extension, mais ça ne vient pas des Pyrénées, quoique il faudrait faire des recherches, dans les cruchades de Bordeaux, qui sont ici servies sur la photo avec sucré, mais qui peuvent être mangées là aussi avec de la charcuterie. Et cette préparation revient au goût du jour avec, avec les restaurateurs actuels. Et vous savez, la mode du comme avant, un restaurateur étoilé de Saint-Savin, en Lavedan, sert des touradis dans un plat, petite quantité, certes, parce que c'est roboratif, et ça reste une bouillie cuite, il faut bien le dire, mais ça permet de renouer avec les mets d'antan. Alors c'est servi, bien sûr, vous le voyez sur la diapo, nouvelle cuisine, mais ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que sur la carte du chef, ça devient frites de polenta au lomo.
et le mot, pardon. Alors, effectivement, les touradis, c'est de la polenta. Enfin, il aurait pu dire touradis. Je, je terminerai, euh, euh, je terminerai cette partie en disant qu'il y a des trusses avec de la farine de maïs, comme il y en a avec de la farine de blé, et que les recettes, là encore, varient selon les vallées. Et on m'a même dit que certaines trusses mélangeaient farine de maïs et farine de froment. Et ceci reste très local. Et le cas des touradis, du restaurateur de Saint-Savin, Jean-Pierre Saint-Martin, qui les balance comme polenta, montre le handicap de notoriété culturelle et sociale des préparations pyrénéennes à base de céréales. Et nous allons voir cela dans la troisième partie, au cours de laquelle je vais envisager l'empreinte sociale et culturelle de la farine et du pain. Et c'est avec cette partie conclusive que je vais arrêter la séquence. Bon, alors d'abord, il y a un vif effort pour conserver, de conservation paysagère et mémorielle, avec au niveau paysager des politiques publiques pour conserver le petit bâtiment, les moulins, les fours à pain, quelques aires à battre, aussi bien sur le versant nord que sur le versant sud, avec des fonds et même parfois des fonds européens. Dans le même ordre d'idée, on va conserver les lavoirs, les abreuvoirs et les fontaines. Alors, il y a une mise sous cloche de ces confettis patrimoniaux, le plus souvent avec des visées touristiques, quand le reste du paysage, comme nous l'avons vu en première séquence, est en train de s'en sauvager. C'est un paradoxe, mais une campagne n'est vivante que par les humains qui l'habitent, et bien on va se servir pour faire autre chose de ces vestiges d'activités passées. Il y a aussi les musées dans lesquels sont exposées des collections, musée pyrénéen de Lourdes, musée du Cérablo à Sabignanigo. Et à Sabignanigo, ce qui avait de très amusant, c'est que dans le hameau où est installé ce musée, qui est un écart de Sabignanigo, vous aviez les derniers paysans dans les années 70 qui continuaient de faire avec les objets qui étaient déjà stockés dans le musée. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi dans cet effort de conservation, les livres de recettes et les livres de cuisine, l'ouvrage de référence, parce que le premier paru est celui de Chimine Palaï, qui a été publié en 1936. Chimine, c'est Simon, hein, en gascon, qui s'appelle La cuisine du pays, mais vous avez plein d'autres références sur le net et vous avez plein d'autres livres de cuisine. Alors, il faut savoir maintenant, dans une deuxième approche de cette empreinte sociale et culturelle de la farine et du pain, si c'est une affaire de femme ou une affaire d'homme. Le blé, c'est la richesse. C'est la richesse surtout pour les hommes. L'association blé-richesse est exprimée en français par plusieurs locutions et ça a été un terme argotique au début, et puis au milieu du 19e siècle, ça a désigné l'argent. Et même dans les années, le mot blé pour désigner l'argent, dans les années 1960-1980, dans le dictionnaire historique de la langue française de Reil, c'est écrit, ça supplante même le mot fric pour dire comme le blé apparaît. Vous connaissez vous connaissez le poème de Victor Hugo qui s'appelle La légende des siècles, Bose endormi, ce fameux Bose que je vous ai montré dans la première diapo sur un tableau par rapport à Ruth. Bose endormi, ce vieillard possédé des champs de blé et d'orge. Et effectivement, Ruth cible très très bien avec sa belle-mère Naomi, cible très très bien le vieux parce qu'elles savent que lui, il a du blé, donc il est riche. Mais c'est un riche bien, nous explique Victor Hugo, il ne faut pas, bien sûr, démolir trop vite les mythes. Voilà. Donc, vous avez aussi le personnage de la boulangère. Euh,
souvenez-vous des journées révolutionnaires, hein, quand les Parisiennes ramènent à la maison la famille royale. On dit le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Tout le monde se souvient de Rému dans le rôle du boulanger, mais du film La femme du boulanger de Marcel Pagnol, sorti en 1938. Mais peu de gens se souviennent de la boulangère. Et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer comment cette boulangère est accorte, elle est jolie. Donc la boulangère qui, qui, dont le personnage n'est jamais exempt de connotations, sinon voluptueuses, au moins d'abondance et de richesse. Et dans le film de Pagnol, la boulangère a eu bon goût avec à voir la tête du berger. Il y a aussi une triste histoire concernant des boulangères, et je reviens aux Pyrénées, parce que la femme du boulanger, ça se passe en Provence, c'est la triste histoire des trois boulangères de la Batte-sur-Guerre. Et là, nous avons un texte de José Cubero, euh, mon collègue historien, euh, qui a, qui a publié voici 10 ans. Je l'ai mis en bibliographie et j'en tire un extrait. Ça se passe juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste après le débarquement, dans cette période d'entre-deux, j'y reviens pas, avant même la libération le 7 août 1944, les trois boulangères de Ségus s'en battent sur guerre. La mère âgée de 56 ans, à l'époque une vieille femme, et ses deux filles d'une trentaine d'années, dont à l'époque des femmes mûres, étaient arrêtées devant de nombreux témoins par des résistants, anciens maquisards du Boustu. Les trois femmes pâtissaient d'une très mauvaise réputation. La mère veuve était accusée d'escroqueries diverses avant-guerre. Ses deux filles étaient mariées. L'un avait un prisonnier de guerre, donc pas d'homme à la maison. L'autre avec un détenu de droit commun qui avait mouillé du lait. Alors, dans la société rurale pyrénéenne d'avant, c'était très grave. Et elle recevait chez elle des Allemands de Lourdes. Elles ont été accusées d'avoir dénoncé des résistants qui ont été déportés, qui sont partis à Mauthausen et qui n'en sont point revenus. Elles ont été arrêtées par les maquisards, amenées dans les bois au-dessus du Boustu au Soumdèche. On a retrouvé leurs cadavres pour la mère et une des filles 15 jours après, et pour l'autre bien longtemps après, très décomposé. C'est un traumatisme. Il y a eu mais il y a eu un grand silence. Et les gens en parlent d'une façon très gênée. Et je salue là le solide travail de recontextualisation et de restitution de ces faits qu'a mené José Cubero, que je cite en bibliographie. Mais comme il s'agit d'une revue publiée par l'Université de Toulouse qui a maintenant disparu et qui est quasiment inaccessible, celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par ce texte me disent en m'envoyant un petit mot sur Internet, alain.cazenave avec un Z, trait d'union du 6, Pillarot, PIA2ROT, arrobase orange.fr, et je me ferai un plaisir de leur transmettre ce texte, tout comme, et à tout le monde que cela intéresse, je me ferai aussi un plaisir et un devoir de vous transmettre la bibliographie, parce que je me suis rendu compte que ces bibliographies que je colle en fin de leçon ne sont ni très lisibles, ni très exploitables pour celles et ceux d'entre vous qui veulent approfondir. Donc, je reviens à ces femmes de Batte-sur-Guerre sur lesquelles pèse actuellement dans la vallée où j'habite un silence gêné. Et les derniers témoins oculaires sont vieux, ils ont plus de 80 ans. Ces femmes s'inscrivent dans la mémoire collective comme des boulangères. En vérité, elles habitaient la maison de la boulangerie. Elles n'étaient pas boulangères. Mais au lieu d'apporter ce réconfort que procure le pain dont je suis en train de vous parler, avec les magasins, les boulangères, etc., que procure le pain aussi bien au sens nutritionnel que symbolique, elles auraient favorisé la venue dans la vallée d'éléments étrangers et hostiles, les Allemands,
et déchaîner en retour une violence sauvage. Les résistants n'étaient pas de la vallée d'ailleurs. C'est une histoire qui est un petit peu embrouillée. Le docteur Mobius n'a pas retenu cet événement comme un fait de résistance. Donc je clos là-dessus et c'était des boulangères et nous allons voir maintenant les transcriptions littéraires de cette présence du blé et des céréales et du pain dans les Pyrénées. Et commençons par George Sand et son livre Le géant Yéhous que j'ai mis en diapositive sur la partie de gauche, écrit en 1874, repris depuis et réédité avec certainement beaucoup de succès si j'en juge de l'intérêt que de mes petits-enfants lorsque je leur lis à haute voix ce livre. Et le berger, le géant Yéhous raconte la lutte acharnée d'un jeune berger contre un géant maléfique qui avait écrasé sous des blocs de pierre la cabane et l'enclos de son père. Bon, c'est du sang, c'est complètement approximatif. Elle fait se passer la scène sur une estime d'altitude et sur une cabane sur le mont Aigu, bien, bien au-dessus du créneau des céréales, même le sarrasin le plus endurant, mais le géant Yéhous met en avant la richesse frumentaire de la parcelle, mais aussi la richesse de la maison, la cabane, qui sont bel et bien défendues contre la méchanceté du géant dans ce roman au souffle très puissant. Max Doma, un géographe qui vient de décéder, lui aussi, décidément, en 2020, a fait une thèse de géographie rurale remarquable qui s'appelle La vie rurale dans le Haut-Aragon et a publié, c'est mentionné en bibliographie, un géographe dans les Pyrénées aragonaises où il raconte ses travaux de thésard dans les années 50 et dans le Haut-Aragon. Alors, il y a des photos remarquables dans ce livre, il y a des notations remarquables et on voit que ce que Doma a vu en faisant ses travaux, de ce qu'il a écrit aussi dans sa thèse, est complètement abandonné de nos jours. Mais il fait référence à la société d'avant la Grande Nuit. Et puis vous avez aussi d'autres romans qui sont dans cette désespérance de la disparition. Je pense à du givre sur les épaules de Lorenzo Mediano qui se passe dans le Sobrarbe. Et je pense à Triste Montagne de Severino Palleruelo qui déroule son action près de Graus, le même Palleruelo que j'ai cité en bibliographie pour son ouvrage Sur les moulins en Aragon. Dans ces approches, quelles qu'elles soient, du géant Yéhous à du givre sur les épaules, on voit une lutte opiniâtre de l'homme contre une nature montagnarde hostile afin d'imposer les pratiques agricoles qui lui permettent de se nourrir, et en premier lieu, la culture des céréales. Donc maintenant, et avant de conclure, il m'appartient de vous présenter la bibliographie et la webographie où j'ai repris les ouvrages que j'ai référencés dans les deux séquences et je vous renouvelle ma proposition de vous les envoyer par Internet si vous les voulez en plus gros et si vous désirez les avoir sur support papier. Et je passe à la conclusion. Une conclusion que j'ai écrite comme d'habitude, comme d'habitude parce que le temps manque, et une conclusion en 3 idées, comme cette leçon fut en 3 parties. Et dans la première, je dirais que le pain trouve une transcription paysagère directe dans les Pyrénées comme nourriture terrestre. Mais il y possède aussi une signification culturelle et symbolique, gage de moisson de savoir. Deuxième idée, les 7 décennies passées ont enregistré un basculement inouï entre un avant rural pyrénéen frumentaire et une modernité où le pain vient largement d'ailleurs, avec un référencement culturel et paysager qui se décline dorénavant en termes de géographie culturelle, avec images, textes et mémoires. Il en résulte
Il en résulte un hiatus, avec les risques croisés de l'embellissement, du noircissement, de la mythification de la société pyrénéenne disparue par rapport à l'actuelle. Voilà ce qui fut et qui n'est plus. Je tire cet aphorisme du dernier livre de Michel Vinocq, que je cite aussi en bibliographie. Quant à nous, et en géographe, pour terminer cette terminaison, concluons que, constatons que la montagne reste là, belle dans son enlèvement, renouvelée dans ses activités, et pour illustrer cette dernière phrase, je, je l'illustre d'une dernière diapositive. C'est ainsi que je termine cette quatrième leçon de mon cours de 2020-2021. Je vous retrouverai lundi dans 15 jours pour la première séquence de la cinquième et dernière leçon de cette année universitaire. Je vous remercie de votre attention et je me rends compte que j'ai largement dépassé l'heure. J'espère que Zoom aura tout enregistré. Au revoir tout le monde. Merci de votre attention.